Il y a encore quelques années, dans les milieux cathos, les écologistes étaient au mieux de gentils rêveurs, au pire de dangereux gauchistes. Car franchement, avec l'urgence de la pauvreté, des débats de bioéthique ou la crise de sens de la société, la priorité n'était pas vraiment à sauver une espèce de grenouille ou quelques hectares de forêt. Bon, bien sûr, la Bible est claire, la création est confiée aux hommes. La grande figure de saint François d'Assise fait référence de pionnier pour la cause écolo. Mais ça, c'est tout de même très abstrait. Dès 1974, Paul VI, devant l'ONU, réclamait des changements de comportement pour éviter une catastrophe déjà annoncée. Mais nous sommes humains, prévoir demain, c'est déjà compliqué. Alors pour dans 2 ou 3 générations. Le problème, c'est que maintenant on y est. Le réchauffement climatique est une évidence. Le pape François a écrit l'encyclique Laudato Si, une référence bien au-delà du monde catho qui explique clairement que l'écologie est un défi global. Et oui, la pauvreté, les guerres, les inégalités dont les chrétiens se préoccupent, ça a aussi à voir avec l'écologie. Bref, ça questionne. L'écologie, est-ce notre combat ? Et c'est la question que nous allons poser à mes invités ce matin. Bonjour à tous et bonne année à chacun. Bonne année à vous, sœur Cécile Renoir. Merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes religieuse de l'Assomption, professeure à la fois d'économie et de philosophie dans de grandes écoles, l'ESSEC, l'école des mines ou encore à Sciences Po. Et puis vous avez lancé un projet assez intéressant, enfin en tout cas nous qui nous intéresse, avec d'autres chercheurs, le campus de la transition. De quoi s'agit-il en quelques mots ? Alors, c'est à la fois un projet et un lieu en Seine-et-Marne, un domaine avec 12 hectares qui a été mis à la disposition du projet. Et le projet, c'est un projet à la fois d'enseignement, de formation, de recherche et d'expérimentation autour des enjeux de la transition à la fois écologique, sociale, donc autour de ce que le pape appelle l'écologie intégrale. Ah, et on va en parler de cette écologie intégrale ce matin avec vous également, Yann Arthus Bertrand. Bonne année. Merci à vous. C'est parce qu'il faut bonne année souhaiter. À vous tous. On peut souhaiter aussi une bonne année à la planète, je pense, ce matin. Du moins, je dirais plus peut-être à la vie sur Terre, parce que la planète, elle va continuer à tourner. Elle est là depuis des milliards d'années, elle va continuer. C'est une bonne et douce année aux habitants. Voilà, animaux et humains, bien sûr. Je vous présente quand même, vous êtes photographe, réalisateur, vous êtes bien connu pour vos photographies La Terre vue du ciel. Vous avez illustré avec vos photographies... Je ne pensais jamais que j'aurais été invité au jour du Seigneur. Nous non plus, on ne pensait pas vous inviter, mais on est ravis. Vous avez illustré l'encyclique du pape François, Laudato Si, avec vos photos. Et puis vous présidez une fondation également pour la sauvegarde de la planète et de l'environnement. Fondation Good Planet. Good Planet. Qui est ouverte gratuitement en permanence dans le bois de Boulogne. Voilà. Vous êtes un parfait témoin pour nous de l'état de santé de notre planète. On dit qu'elle va mal. À quel point elle va mal ? Alors, je répète, ce n'est pas la planète qui va mal, c'est la vie sur Terre. C'est d'infimes petites couches qui est extrêmement fine de cette vie qui s'est développée. Et c'est lié à la planète. De toute façon, aujourd'hui, il faut croire les scientifiques. Voilà, si on croit les scientifiques, l'appel des 15 000 scientifiques de janvier dernier, derrière ces lignes, on parle quand même de la 6e extinction sur la Terre. On ne parle pas d'un changement de climat qui va être plus compliqué pour nous. On parle de la 6e extinction de la vie sur Terre. Il y a un article formidable qui a été fait dans le New York Times, qui est un journal un peu emblématique dans son sérieux, fait par un journaliste qui ne connaissait pas très bien le changement climatique, qui s'appelle Wallace, et qui a fait une enquête de 6 mois sur le changement climatique. Et son constat, c'est tout ce qu'on peut imaginer, ça sera encore pire. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'il dit que nos adolescents connaîtront le changement climatique. Maintenant, vous avez le dernier rapport du GIEC, il y a quelques jours, quelques semaines, qui parle on était à 1,5, aujourd'hui on parle de 2 à 4 degrés à la fin du siècle. Voilà, le rapport du WWF qui dit qu'en 60 ans, on a perdu 40 ans. En 40 ans, on a perdu 60% du vivant. Ça va vite, ça va vite. Tout s'emballe, et puis plus on monte dans les degrés, plus les chiffres deviennent plus importants et plus forts parce qu'il y a un emballement qui est en train de se passer. Et on parle, excusez-moi de vous le dire, mais je le dis, on parle de la fin du monde. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots. On part de la fin du monde. Et voilà, et on parlera des solutions tout à l'heure, s'il y en a une. Sœur Cécile, les chrétiens, ils ont conscience de cette urgence, cette révolution à faire écologique pour sauver
l'espèce humaine, comme vous le dites, Yann Arthus-Bertrand. Oui, je pense qu'il y a des chrétiens qui font des choses en matière écologique et sociale, et on reviendra, je pense, sur le fait qu'il faut absolument lier les deux aspects. Et ça fait des années, des dizaines d'années que des chrétiens de différentes confessions agissent avec d'autres. Et puis c'est vrai que l'encyclique Laudato Si du pape a été aussi sans doute un déclencheur pour aussi apprécier le fait qu'il ne s'agit pas de considérer que l'écologie ou le soin de la planète, c'est à côté de tout ce que nous faisons dans nos modes de vie, dans nos modèles économiques, mais que la préoccupation pour la planète, pour la vie sur Terre, pour la qualité de vie sur Terre, eh bien, elle est indissociable d'une réflexion qui doit être transversale et qui touche toutes les dimensions de nos modes de vie, de nos choix personnels et collectifs. En quoi c'est un texte fondateur, ce texte que vous avez illustré, Yann Arthus-Bertrand, sœur Cécile? D'abord, c'est un texte qui est très révolutionnaire. C'est la première fois que quelqu'un qui a presque un titre de chef d'État, on pourrait dire, d'un grand chef spirituel, voilà, parle de choses qui sont évidentes. Le système dans lequel on est parti, ce système de la de religion de la croissance qui est aujourd'hui aux permanences, on ne rêve que d'un point de croissance pour préserver l'emploi. Il faut savoir que quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards 400 millions. Dans ma vie d'homme, je vais voir la pollution, la pollution, oui, on peut le dire, la population du monde presque quadruplée. C'est incroyable. Et c'est besoin d'avoir, parce qu'on vit beaucoup mieux. Il faut dire la vérité, on a gagné 20 ans d'espérance de vie en 40 ans, il y a beaucoup moins de mortalité infantile, on est beaucoup plus riches, on est tous beaucoup plus riches. Et le prix à payer, c'est la destruction de la vie autour de nous. Et c'est incroyable parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas arrêter ça. Moi, je suis un écolo un peu perdu. Depuis que j'ai 20 ans, je m'intéresse à l'écologie, à l'environnement, depuis que j'ai 20 ans. Aujourd'hui, on lit dans les journaux, voilà, on a perdu 30% des passereaux en France, sans doute à cause des pesticides, et on n'est pas capable d'avoir une réaction beaucoup plus radicale. On va attendre, on va discuter. C'est incroyable. Le pape, du coup, il dit quoi là-dessus? Il dit quoi, sœur Cécile, avant de voir le premier partage? Alors, je pense que ce qui souligne, c'est que la crise écologique est aussi une crise du sens. C'est une crise qui est dit éthique, spirituelle, et qui nous invite, précisément dans le sens de ce que vous dites, à relier les aspects économiques, sociaux, sociétaux, culturels, et à nous dire qu'il s'agit véritablement de changer et pas des mesurettes. Il a une expression très forte en disant les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Par exemple, le discours autour du développement durable qui parfois donne à penser qu'on va pouvoir sans problème associer la croissance économique, le respect des personnes et le respect de l'environnement. En fait, ce n'est pas si simple que ça. Si ça l'était, ça se saurait et on aurait des transformations beaucoup plus radicales de nos modèles. Et donc, et je pense que le pape arrive à montrer comment il y a une lucidité à avoir sur la gravité de ce qui se joue sur cette crise, qui nous appelle à revisiter nos modèles économiques, nos modes de vie, et en nous disant que ce n'est pas simplement la menace de la catastrophe qui pèse sur nous, mais que derrière, il y a aussi la promesse de vivre mieux ensemble. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose quand même de voir un reportage sur le terrain. On va aller sur le terrain, on va se rendre dans le Nord, dans une entreprise qui mise sur l'écologie comme un moteur de développement, notamment pour l'économie, mais pas que, pour la solidarité également. Et c'est bien l'écologie qui est au cœur de cette entreprise. Regardez, dans le Nord de la France. Rotation d'un sens. Au Chênelet, on prend soin des salariés. Après 3 ans de chômage, à 55 ans, Gérard Fontaine a retrouvé un emploi et un équilibre dans cette entreprise d'insertion professionnelle du Pas-de-Calais. Depuis que je suis arrivé ici, là, j'ai repris le goût du travail. Ah, c'est vrai, là, c'est vrai. Une bonne ambiance et tout, parce que c'est pas une ambiance, une chaleur humaine, on est bien. Aujourd'hui, Gérard construit des maisons écologiques en bois et en paille. Pour moi, c'est nettement mieux de travailler le bois que de travailler dans une usine. Avec des masques et tout ça. C'est vrai. Pour la pollution, tout ça, l'environnement, il faut faire quelque chose, il faut bouger. Bouger en remettant les gens au travail à travers des projets écologiques. Tel est le pari du Chênelet. Pour son fondateur, François Marty, il n'y a pas d'économie respectueuse de l'homme sans écologie. L'écologie, ça a été une vraie solution, à la fois pour notre modèle économique et pour l'insertion. Et on a pu travailler avec nos ingénieurs pour inventer dans les matériaux naturels comment les gens à faible qualification pouvaient le faire. Dans son projet d'écologie globale, le Chênelet a aussi relancé l'économie locale. Son bois provient intégralement de peupliers produits dans la région. Et rien ne se perd. Le même peuplier sert à fabriquer des maisons et des palettes. Un travail gratifiant, idéal pour réinsérer des personnes sans qualification.
C'est très étonnant parce qu'aujourd'hui, l'écologie peut être une idole, le solidaire peut être une idole. Et nous, c'est parce qu'on est une communauté chrétienne qu'au départ, ça nous paraissait naturel de faire avec ça. Et c'est ça qui nous a donné un modèle économique. Et je ne suis même pas sûr qu'on aurait réussi si on n'avait pas fait de l'écologie. Parce que on avait notre scierie, il y a les agriculteurs du coin, et on n'a fait que mailler toutes les choses ensemble pour arriver à faire nos maisons. Ces maisons écologiques exclusivement destinées au logement social sont à faible consommation, faible charge. Les toits végétaux, par exemple, permettent, en récupérant l'eau pluviale, d'économiser 60% de la consommation. C'est magnifique, hein. N'empêche que ce n'est pas du bois de charpente. Les bois qu'on a utilisés, on n'a pas bousillé les forêts parce que c'est les bois de palette, les bois d'éclaircie de forêt, etc. et tout. L'autre chose, c'est les briques en argile crue. Il y a dedans du sable, de l'eau et de l'argile. C'est vachement original, ça existe depuis 15 000 ans dans l'humanité. C'est excellent pour la régulation thermique et la régulation de l'air au niveau de l'humidité. Ce qui fait que, par exemple, dans nos maisons écolo, dans nos mesures, on a 4 fois moins d'absentéisme scolaire pour les enfants, asthme, sinusite, rhume, etc., etc. On a fait beaucoup d'espace parce que c'est ce qui manque dans le logement social, de pouvoir respirer, de ne pas être les uns sur les autres. Puis la deuxième chose, c'est le bruit. Je ne peux pas vous le faire là, mais vous hurlez, ça ne résonne pas du tout. Et quand on dit que les gens commencent à péter un câble dans le logement social, c'est souvent la place et le bruit. Et ça, c'est aussi une charité pour les gens de ne pas faire n'importe quoi. Comme quoi tout est lié, hein, écologie, sentiment de bien-être, économie, solidarité. Yann Arthus-Bertrand. Et puis il y a des solutions, c'est quand même positif tout ça. Non mais il ne faut pas que ces solutions nous aveuglent sur la réalité. Et ça, c'est ce que je reproche un petit peu. Le film Demain, un film formidable que je conseille à tout le monde de voir, les gens me disent oui, mais c'est pas grave, tu vois bien, il y a des choses qui... Mais ça, c'est quoi? Ça représente 0,1%. Alors, c'est formidable. Et j'adore. Mais ce n'est pas suffisant, quoi. Je pense qu'on a besoin d'une véritable révolution. Et cette révolution, elle ne sera pas politique, parce qu'on a les hommes politiques qu'on mérite. On a les hommes politiques qui ont une vision électorale, il y a un manque de courage politique incroyable. Ça ne sera pas une révolution scientifique, je suis désolé de vous dire ça, mais on ne va pas remplacer les 95 millions de barils de pétrole qu'on consomme tous les jours par des éoliennes et des panneaux solaires. Je vais finir ça, et ça ne sera pas une révolution, ça ne sera pas non plus une révolution économique, parce que l'économie n'a besoin que de croissance, donc de jeter, de racheter, on ne répare plus rien. C'est une révolution spirituelle. C'est là où c'est pour ça que vous avez rejoint le pape François. Moi, je suis un chrétien qui ne croit pas en Dieu, mais je crois véritablement aux valeurs chrétiennes, l'empathie, la compassion, la gentillesse, l'honnêteté et la morale. Et c'est ces valeurs-là, je pense qu'elles ne sont pas assez nourries, assez expliquées dans les familles et dans les écoles. Et c'est pour ça que je suis très content d'avoir fait ce livre avec le pape François, quoi. Et attention, c'est lui qui a fait son encyclique, moi j'ai mis les photos dessus, donc c'est vraiment lui qui est responsable de ce livre. Mais je crois en ces valeurs, et si on ne change pas l'homme, on ne changera pas le monde. La révolution, c'est très profond. Par quoi la révolution? Oui, c'est exactement ce que dit le pape encyclique, de dire d'abord une question anthropologique, une manière de se situer les uns vis-à-vis des autres. Et alors, mais là où je ne suis pas complètement d'accord, c'est que le fait que prendre les choses à la racine, honorer la dimension spirituelle, c'est en même temps travailler à la transformation très concrète de nos modèles économiques, de nos manières de vivre ensemble. Je pense qu'il y a une façon dont l'Église parle des communs, de biens communs depuis des siècles. D'ailleurs, comme les Grecs parlaient de la vie bonne, en Amérique latine, on parle du buen vivir. Donc tout ça, c'est comment, ensemble, dessiner des chemins positifs. Et de ce fait, un film comme Demain montre bien à l'œuvre des initiatives de personnes qui se mettent ensemble, qui imaginent des choses, qui les font autrement. Après, toute la question, et ce que vous soulignez, c'est aussi ce passage à l'échelle. Comment on fait pour transformer les choses de manière que ça ne reste pas des bulles ou des initiatives un peu isolées, séparées les unes des autres. Et de la même manière qu'il peut y avoir un lobbying effréné pour défendre des intérêts à court terme, il y a sans doute beaucoup de plaidoyer à faire et de maillage à faire entre toutes ces initiatives, de manière à contribuer à une transformation des politiques publiques, des modèles. Et en matière économique, il y a toute une réflexion pour dire, l'enjeu, ce sont des modèles, comme le disait Tim Jackson, un économiste qui a remis un rapport au gouvernement anglais il y a une dizaine d'années, « Prosperity without growth », prospérité sans croissance, prospérité avec une très faible croissance. Ça, c'est pour nos pays, et je ne dis pas que ça soit pour les populations les plus vulnérables. C'est que derrière, il y a à la fois l'enjeu de la sobriété et l'enjeu du partage, et de faire en sorte que les richesses qu'on crée soient partagées beaucoup mieux
et pas à n'importe quel prix en matière de ressources. Une rapide Je vais vous donner réaction. un exemple. Yann Vous avez les Arthus-Bertrand. maisons en bois, là. Oui. Formidable. Combien vous voyez de maisons en bois autour de vous? Combien vous en voyez? Quand moi, j'habite les Yvelines, Oui, je vais mais- combien il y en a? Il y en a, c'est zéro. On Mais en ça peut voit arriver, pas. ça peut arriver. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est aujourd'hui qu'on doit changer. C'est Oui. maintenant. Faut pas ça fait 30 ans que j'entends ça. J'ai assisté à toutes les COP. Regardez cette Mais la COP. prise de conscience, elle commence à venir. Mais de plus la en prise plus. de conscience est là depuis que le film d'Al Gore est arrivé. Ça a vraiment été un choc. Et on parle du Mais film demain, l'action- c'est le film de Cyril Dion. Oui, en précis. non, mais le film de Cyril Dion, mais surtout le film d'Al Gore. Le film d'Al Gore, vraiment en 2003 ou 2004, est la première fois qu'on a vraiment parlé du changement climatique. Avant, on n'en parlait pas. Jamais. Moi, quand j'ai sorti le livre sur la Terre du ciel, il n'y avait pratiquement rien sur le changement climatique. C'était vraiment, on n'en parlait pas. C'est vraiment Al Gore qui a démontré le danger de... Bon, 2003, c'était à l'échelle de Mais l'humanité. Je vais vous dire un truc. Ça va Il y a- rapidement quand même. Il y a la COP 21. La COP 21, formidable, tout le monde s'embrasse, on a signé, c'est la fameuse réunion. Est-ce que vous savez que le mot énergie fossile, le mot charbon, n'est pas dans l'accord, sinon les pays producteurs ne signaient pas. On voit bien l'hypocrisie diplomatique. On voit bien qu'avec ces personnes-là, on ne pourra pas avancer. C'est ces grandes réunions consanguines qui viennent de se passer en Pologne. On ne peut pas, et je pense que c'est vrai, chacun doit se dire qu'est-ce que je peux faire. Ah bah justement. Il n'y a pas de lobby qui m'oblige. On va voir une femme maintenant, une chrétienne qui a décidé de se mobiliser à sa manière, à son échelle, pour faire quelque chose pour sauver la planète et sauver l'humanité et la vie sur Terre. On va tout de suite aller la retrouver. C'est quelqu'un qui nous étonne et ça pourrait être vous. Regardez. Je m'appelle Laura Morosini, j'anime le label Église Verte. Le label Église Verte est un label écologique et œcuménique qui a été créé après la COP21 et dans l'élan de l'encyclique Laudato Si pour aider les paroisses et les communautés chrétiennes à effectuer une conversion écologique. Pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé plutôt pour des grandes entreprises ou des pouvoirs publics, des élus. Je me suis rendu compte que le développement durable, c'était pas suffisant, qu'on avait besoin de quelque chose de plus révolutionnaire et à la fois de plus profond qui touche les cœurs. Dans le monde, il y a 1 milliard de chrétiens. Si ce milliard de chrétiens bouge, ça peut vraiment faire la différence en matière écologique, sur le climat, mais aussi sur la biodiversité, sur le rapport de l'être humain à la nature. Je circule beaucoup, je suis beaucoup amenée à présenter le label Église Verte, à parler de Laudato Si, à parler de la conversion écologique. On peut faire des choses ensemble, on peut faire des projets d'énergie renouvelable, par exemple, sur les toits de nos églises. C'est tout à fait possible, mais il faut le faire en lien avec notre quartier. En fait, on va utiliser la cire, il faut qu'il soit chaud. Les ateliers de fabrication de cosmétiques pour Noël, c'est une façon très très concrète de se dire qu'on va faire des cadeaux de Noël, mais des cadeaux de Noël écologiques. On a des grands-mères, on a des enfants, on a des gens de tous les âges. Alors, c'est une belle occasion de faire communauté entre personnes de la paroisse qui ne sont pas si souvent ensemble. Une chose sur laquelle on n'a pas encore assez avancé, c'est le dialogue avec la société civile. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous engager, de participer à des marches, de participer à des projets citoyens, à de l'investissement responsable. Il ne faut pas rester que entre nous, ça serait vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage, sœur Cécile, n'est-ce pas? Absolument, et complètement d'accord avec ce que dit Laura Morosini sur la capacité d'action que nous avons comme chrétiens et avec d'autres. Et rappelons aussi que l'encyclique est un texte qui est destiné à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Donc vraiment, cette Ouvert idée à tout que le monde, hein. tous, on est tous concernés. Voilà, et c'est vrai que toutes les ressources spirituelles qu'on peut mobiliser sont de nature à nous aider à transformer l'essai et à nous mobiliser à plein d'échelles différentes, que ce soit dans des tout petits gestes du quotidien et que ce soit aussi, comme le disait Laura Morosini, en matière d'investissement responsable. Et évidemment, les choix d'investissement sont absolument prioritaires pour réorienter l'économie d'une autre manière. On peut le faire vite, on est nombreux sur la planète, Yann Arthus-Bertrand. J'essaie, hein. Non, mais il est beaucoup trop tard pour être pessimiste. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, on est dans l'action. Il y a quelque chose qui m'intéresse, ce sont les gens qui font.
Mais je veux faire avec regardant le monde avec les yeux ouverts, tel qu'il est, en disant la vérité. Moi, je suis très content d'avoir fait ce bouquin parce qu'il y a les Églises vertes qui nous ont appelés pour faire une exposition de photos dans toutes les églises de France. Je trouve ça génial, avec le texte du pape avec nos photos. C'est super, ça. J'adore. Voilà. Donc, toutes les églises de France peuvent demander aux éditions Première Partie et on vous envoie. Voilà, ça, c'est un modèle de poster. Et on vous envoie. Donc, chaque église aura son expo. Il suffit que la Première Partie demande. Et quand on a rencontré le pape très brièvement, il n'y a pas très longtemps, et pour lui présenter le livre, et je donnais une lettre en lui proposant qu'un jour par an, que que ce soit le Saint François, bon, parce que c'est un peu le saint de l'écologie et des animaux, j'adore ce saint, et que les églises soient ouvertes aux écolos et aux autres, et aux chrétiens et aux autres, que l'Église soit un lieu de rencontre pour discuter. Voilà. Ça serait formidable si on arrivait à faire ça. Ça peut être un rôle de l'Église, justement, d'être ce lieu de rencontre, sœur Cécile? Oui, le lieu de rencontre. Et puis c'est vrai qu'il y a à la fois, j'en discutais aujourd'hui avec des professeurs de gestion de différentes écoles, universités, qui disaient comment est-ce qu'on fait pour intégrer davantage les questions écologiques et sociales dedans. Et on se disait, au fond, il y a à la fois à débattre, à dialoguer ensemble sur ce qu'on vise, et dire, ben voilà. Et en fait, c'est pas si sûr qu'on soit complètement aligné sur les objectifs, pour les clarifier, vraiment. Et puis ensuite, dialoguer sur les moyens. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, que ce soit en communauté, que ce soit dans ma nouvelle communauté là, à Forges, avec des jeunes pleins d'enthousiasme, qui ont plein d'idées pour inventer des manières de vivre qui sont à la fois conviviales et différentes. Et on dit toujours à propos de notre projet qu'on souhaite être radicaux et non marginaux, c'est-à-dire radicaux, prendre les problèmes à la racine, et non marginaux, c'est que justement l'enjeu, c'est que ça ne soit pas des petites bulles isolées, mais que ça soit quelque chose qui permette de montrer qu'autre chose est possible et que c'est faisable. Et je pense que là, dans ces églises et ailleurs, il y a des tas de choses magnifiques à faire, plein d'énergie à l'œuvre, et qu'on a à les mettre davantage en perspective et de façon à se dire, ben voilà, qu'est-ce qui manque pour changer d'échelle? Parce que c'est bien ça qui est en jeu, et c'est urgent. Il ne faut pas oublier qu'on vit dans le pays le sixième pays le plus riche du monde, que nous, on a tout. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas assez, il y a des gens et puis beaucoup de gens râlent, c'est très français, mais on est quand même un pays sur les lois sociales, sur l'éducation, la santé, c'est incroyable. Moi qui voyage énormément, ça c'est une photo que j'ai fait au Mali, où les petites filles qui portent de l'eau, qui vont faire tous les jours 10 km pour amener de l'eau à la famille. Il y a des gens qui ne vivent pas comme nous. Voilà. Donc moi, j'ai un regard un peu humaniste. Et ce sont ces gens-là qui vont souffrir le plus du changement climatique. Vous savez que les gens les plus pauvres du monde sont à 70% des paysans, que s'il y a 3 millions de personnes qui rejoignent les villes toutes les semaines, ce sont des paysans pour retrouver une vie meilleure. Et c'est ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, les gens qui vendent pratiquement rien, qui ne font que pour nourrir leur famille, qui ont très peur de la maladie. S'ils sont malades, ils ne peuvent pas travailler. Et le climat, ça leur fait peur. C'est vraiment de la survie pour eux. On l'aura compris, je pense. L'enjeu, c'est la vie, quoi. C'est vraiment la vie. Non, mais je crois. C'est important. Je crois qu'on l'a compris, mais on ne l'a pas compris au fond de nous. On lit dans un journal la 6e extinction, mais ça ne nous parle pas. Comme si les mots étaient bon, on verra bien ce qui va se passer. On sait tous qu'on va mourir un jour, mais on n'y pense pas beaucoup. On ne veut pas y penser. C'est quelque chose. C'est très humain tout ça. Et pour conclure. Pour conclure, que les posters aillent dans toutes les églises de France, que les chrétiens et les non-chrétiens se rejoignent dans les églises pour parler de l'essentiel de la vie sur Terre. Bien sûr, il n'y a pas d'autres moyens que de vivre. Voilà. Merci à tous les deux. Il n'y a que l'amour qui sauvera le monde. Voilà. Et quelqu'un va nous parler d'amour maintenant, c'est Constance de Bonaventure. Bienvenue Constance. Constance qui désormais va nous présenter son agenda culturel chaque dimanche. Bonjour David, bonjour à tous. Bonjour. Vous nous emmenez où ce matin? Alors, j'avais très envie de vous parler de ce documentaire très touchant, Le Sacrement de la Tendresse. C'est un film sur Jean Vanier, le portrait d'une grande âme, de sa quête spirituelle et de sa simplicité. Alors, Jean Vanier, il aurait pu poursuivre une brillante carrière militaire, mais en 1964, il rencontre 2 personnes handicapées et cette rencontre sera décisive. Il décide alors de mettre sa vie au service des plus faibles. Je vous propose de découvrir un court extrait. C'est les faibles qui sont écrasés, les faibles qui sont humiliés, les faibles qui sont mis de côté. Et qu'est-ce qu'un de faible a besoin? Ce n'est pas de l'argent, c'est de la reconnaissance. Formidable personnalité, ce Jean Vanier. Non mais on a besoin de grandes âmes. On a peu de gens qu'on a envie de suivre. Ce type-là, on le suit partout, on le suivrait au bout du monde.
Quel est son message dans ce film, d'ailleurs, justement? Justement, c'est un message qui est plus que jamais d'actualité. Jean Vanier se pose en sage dans ce monde qu'il juge gouverné par la compétition. Il parle très souvent de tyrannie de la normalité. Pourtant, dit-il, les personnes handicapées nous rendent plus humains. Elles sont libres d'être elles-mêmes. Voilà un message qui, évidemment, aujourd'hui, incite à la méditation. Alors, ce très beau film sort en salle le 9 janvier. Et un petit peu partout en France, il y aura des ciné-débats qui seront organisés. Et la fragilité, c'est un thème qu'on abordera dimanche prochain avec notre invité, un philosophe, Alexandre Jolien. Vous nous emmenez maintenant voir une exposition, Constance. Exactement. Alors, dans un registre complètement différent, Persona Grata. C'est une exposition sur l'hospitalité, la question de l'accueil des migrants à travers le regard d'artistes contemporains. Alors, ils sont photographes, peintres, sculpteurs ou encore documentaristes. Malheureusement, le constat de cette exposition est assez pessimiste. Nous savons secourir, mais nous ne savons pas accueillir. Plutôt que l'hospitalité, d'ailleurs, c'est l'inhospitalité qui est évoquée dans cette exposition. Des murs qui se dressent, des portes qui se ferment, des camps qui s'établissent. Regardez, par exemple, le travail de Zineb Zedira qui illustre ce désir d'horizon, ou encore Enrique Ramirez et sa casa, sa maison sur l'eau. Alors, le pape avait proposé que toutes les paroisses accueille une famille de réfugiés, c'est formidable. Oui, ça. Beaucoup de paroisses l'ont fait, d'ailleurs. C'est formidable. Beaucoup de paroisses l'ont fait. Constance. C'est un parcours en 2 lieux qui se passe à la fois au Musée national des migrations dans le 12e arrondissement, mais aussi au MACVAL, au Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, et c'est jusqu'au 20 janvier. Et de quoi donner à penser, à réfléchir. Juste en un mot, il y a un lien entre l'environnement et les migrants quand même, sœur Cécile. Oui, alors il y a évidemment beaucoup de migrations environnementales, et puis sans doute de façon plus indirecte aussi beaucoup de conflits qui sont liés à des conflits sur les ressources et qui ont des effets sur les migrations. Et puis quand le pape nous dit tout est lié, c'est aussi que justement les questions de justice sociale, elles ne sont pas réservées à un territoire, mais elles nous appellent à regarder ce qui se passe bien au-delà de nos frontières. On parle beaucoup de la dignité humaine, le changement climatique. Il en parle beaucoup. C'est ça, l'écologie globale, intégrale. Constance, chaque dimanche, vous allez aussi nous faire découvrir désormais un joyau de notre patrimoine religieux. Tout à l'heure, la messe sera célébrée à Meudon, c'est dans les Hauts-de-Seine. Qu'est-ce qui vaut le détour dans les Hauts-de-Seine, Constance ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on part à Nanterre, plus exactement à la cathédrale Sainte-Geneviève, qui se trouve au cœur du vieux village de cette banlieue parisienne. Et c'est ici donc qu'est née Sainte-Geneviève au 5e siècle. Alors, on peut encore admirer ce fameux puits dans la cour du presbytère, dont l'eau apportée par Sainte-Geneviève aurait redonné la vue à sa mère aveugle. Mais l'intérêt majeur de ce lieu se trouve à l'intérieur. Ce sont les fresques, et notamment la fresque qui date des années 30, que vous allez voir sur cette image. Voilà, on y voit la courageuse Sainte-Geneviève au moment de l'invasion des Huns, en 451, et au lieu de fuir comme le voulaient les Parisiens, eh bien, elle réussit à convaincre tout le monde de rester. Elle obtient le départ d'Attila. On voit également, entre autres, les évêques Saint-Loup et Saint-Germain bénissant Sainte-Geneviève. Alors, sur 1000 mètres carrés, c'est la plus grande fresque religieuse en France. Merci Constance pour ce beau programme. À dimanche prochain. À dimanche prochain. Merci à vous deux. Un petit mot pour conclure, d'espoir, sœur Cécile. C'est l'expression sobriété heureuse, comme on appelle, et solidaire. Et une expression pour vous, Yann Arthus Bertrand. J'ai mon fils qui m'a dit l'autre jour, tu sais papa, moi je veux pas être le plus grand photographe du monde, ça m'intéresse pas du tout. Moi je veux devenir maraîcher. Il est maraîcher. Je veux nourrir les gens autour de moi. Le SMIC me suffit si j'y vais avec ma famille et que j'ai un travail utile. Et c'est ça qui me donne de l'espoir, parce qu'il a bien compris qu'aujourd'hui, voilà, son ambition donner du sens à sa vie. Merci, on va essayer de donner du sens à la nôtre également. Et je vous propose tout de suite d'aller vivre la messe en direct de Meudon-la-Forêt, dans les Hauts-de-Seine donc. Mais tout de suite, je vous propose d'abord de rencontrer la communauté qui nous accueille et qui va nous faire vivre cette messe en direct. Très belle célébration à tous.